Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau webinaire lepetitjournal.com. Je suis Hervé Hérault, le président fondateur des éditions lepetitjournal.com. En ma compagnie, Olivier Grenon, le président du groupe Equance. Nous allons échanger ensemble aujourd'hui sur les questions d'épargne, de patrimoine, de placement financier, sur le thème « Anticipons la sortie de crise », puisque évidemment la situation, la conjoncture est aujourd'hui très particulière et les questions sont nombreuses autour de la fiscalité, de l'immobilier, de la succession, des régimes matrimoniaux, des assurances vie, des différents placements qui peuvent être effectués. Olivier est là évidemment aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Je vous encourage, vous êtes déjà nombreux, vous êtes déjà plus de 180, donc je vous encourage à utiliser le petit chat sur le côté pour poser vos questions, bien entendu, pour vous présenter, dire où vous êtes, parce qu'aujourd'hui il est 14h, heure de Paris, heure de France, mais vous êtes peut-être le soir en Asie, le matin aux Amériques. Donc bienvenue à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Posez vos questions, on va essayer de traiter tout en 1h30, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, mais en tous les cas, on est ravis de vous retrouver. Je vais passer la parole tout de suite à Olivier pour qu'il nous présente un petit peu le groupe Equance en quelques mots avant qu'on démarre avec les questions. Bonjour à tous, bonsoir pour certains. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe du Petit Journal de nous avoir donné l'opportunité de participer, puisque j'ai bien l'intention de rendre cette présentation interactive à cette discussion sur les problématiques de patrimoine. Le groupe Equance, c'est un groupe qui existe depuis 1992. Nous sommes devenus au fil des années leaders sur le conseil en gestion privée auprès des Français non résidents. On a construit l'entreprise, son ADN sur deux postulats. D'une part, une relation de proximité qui nous vaut aujourd'hui d'avoir 55 agences dans le monde, d'avoir des clients dans 91 pays, et d'autre part, d'avoir une connaissance de l'environnement juridique et fiscal des non-résidents et bien évidemment des résidents fiscaux français, puisqu'on a beaucoup de clients qui rentrent en France, que nous arrivons à capter, à suivre à partir de nos agences parisiennes à Toulouse et bien évidemment au siège social à Montpellier. Et à travers ces deux postulats majeurs, eh bien, on accompagne des milliers de clients au travers du évidemment de patrimoine. Alors, la question de patrimoine, à la sortie, si on peut estimer, envisager qu'on sort de cette crise, de cette pandémie, tout doucement, en tout cas, le monde n'y est pas rentré et n'en sort pas de la même manière. J'imagine que nombre d'entre vous ont eu l'occasion, à travers ce confinement, de se poser bien des questions sur leur patrimoine, tout ce que vous avez pu faire par le passé, aujourd'hui, et tout ce que vous aurez peut-être à faire demain dans un environnement d'intérêt de taux long proche de zéro, voire négatif, de marchés financiers extrêmement chahutés, et quid de l'immobilier, sachant que le patrimoine, ça n'est pas que les actifs, ça n'est pas que l'enveloppe, c'est aussi la manière dont on va construire cette enveloppe au travers de tous les outils civils et fiscaux qui sont à votre disposition. Voilà. Donc Hervé, moi je ne voudrais pas être plus long puisqu'on a un temps imparti qui est quand même limité. Je vous laisse me poser les premières questions en fonction de l'ordre dans lequel elles rentrent. Et bien évidemment, en éliminant toutes les questions de sécurité sociale et de nationalité sur lesquelles je ne suis pas forcément compétent. Très bien. Écoutez, merci Olivier. Donc évidemment, posez vos questions. On va essayer de répondre au maximum. J'ai oublié de signaler, mais ce webinaire est également disponible en replay pour tous ceux qui ne pourront peut-être pas voir l'intégralité ou qui veulent faire savoir. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens de Dubaï, de New York, de Berlin, de Madagascar. Bienvenue à tous. Une première question, Olivier, c'est: quel est votre avis sur l'impact de la dette française et européenne post-Covid sur les assurances vie? C'est un vrai sujet, c'est presque une question piège, mais je vais y répondre très clairement. Le niveau des dettes aujourd'hui, qui pour nombre de pays européens était insoutenable, nous ne savons à l'heure qu'il n'est pas de quelle manière sera structurée la dette en devenir lié à la pandémie. Est-ce qu'on aura des émissions européennes, des corona bonds comme on les a appelés ou pas? Mais pour
être très précis sur votre question, vous faites probablement référence aux actifs en euros de compagnies d'assurance, sachant que l'assurance vie en France, c'est un phénomène macroéconomique depuis de nombreuses années. C'est pratiquement 1800 milliards d'euros, dont 80% de ces sommes sont investies sur des actifs en euros. Pour être très clair, un actif en euros, c'est un actif qui est, en règle générale, cantonné dans le bilan de la compagnie d'assurance et qui est investi principalement en dette souveraine, c'est-à-dire pour la dette française, en obligations assimilables du Trésor à 10 ans. Cette dette, dans un actif en euros, en fait, ne subit pas les aléas du marché puisque le capital est garanti et annuellement, l'investisseur bénéficie d'un effet de cliquet qui fait que le compte va augmenter et qu'il n'y a pas de risque de volatilité comme on peut le voir sur les marchés financiers. À ce jour, 80% de l'épargne en assurance vie, à peu près 1600 milliards d'euros, sont investis sur ces actifs en euros. Et là-dessus, je ne voudrais pas faire de jour, mais il y a un véritable risque qui se traduit en termes financiers et en termes réglementaires. Je vais commencer par le risque réglementaire. Le risque réglementaire pour tous les contrats d'assurance vie français, il est lié à une norme qui a été établie en 2017, qui est la loi Sapin 2. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de ce courrier sibyllin que vous avez peut-être reçu, courrier sibyllin qui établissait le fait qu'en cas de crise systémique, un peu comme celle qu'on avait connue en 2008, le Haut Conseil de stabilité financière pourrait geler certains actifs euros, voire geler tous les événements sur les contrats d'assurance vie pendant 3 mois, voire renouvelable une fois, c'est-à-dire pendant 6 mois. Si on en arrivait là, ça voudra dire que c'est très grave. Qu'est-ce qui amènerait qu'on pourrait en arriver là en termes financiers? Et c'est le deuxième point. Il faut savoir qu'une obligation, y compris un emprunt d'État, il a une durée de vie 10 ans. Au terme de 10 ans, le capital est garanti, mais pendant toute sa durée de vie, en fonction de la courbe des taux, la valeur de l'obligation va évoluer. Elle a un cours qui peut monter ou qui peut baisser. Quand on se retrouve dans un schéma de taux proche de 0, lorsque les taux vont remonter d'1 point, le cours va en moyenne baisser de 6 points. Et c'est toute la difficulté bilancielle des compagnies d'assurance françaises. Lorsque vous investissez 100 € dans une compagnie d'assurance, cette obligation va se traduire comptablement dans une provision mathématique qui correspond à 4% de cette somme. Vous prenez le ratio de 1600 milliards, 4% de 1600 milliards, ça fait à peu près 55-60 milliards. Si demain on se retrouvait avec une hausse des taux massive, comme on l'a connu en 2008, à peu près 3 points, le cours des obligations baisserait de 20%. Mais en cas de rachat massif supérieur aux provisions mathématiques, les compagnies d'assurance ne pourraient pas y faire face. Et c'est peut-être le futur, mais autant le dire tout de suite si elle ne m'était pas posée, en France, sécurise les actifs par compagnie et par assuré à hauteur de 70 000 €. Au-delà, les sommes seraient passées en pertes et profits. Il faut savoir que dans le bilan d'une compagnie d'assurance, un investisseur est un créancier chirographaire, il n'est absolument pas privilégié. Et en termes de droit, on parle du paiement et le prix de la course, c'est les premiers arrivés qui seront les premiers payés. Voilà. Donc, il pourrait y avoir, en cas de hausse des taux massive, une systémique serait l'épargne des Français qui est investie sur ces actifs en euros. Très bien, merci Olivier. On a plusieurs questions autour des CPI. Je vois Julien qui nous demande est-ce qu'il est toujours opportun de souscrire à des CPI. On avait une question également pour quelqu'un qui a déjà des placements en SCPI. Peut-être que vous pouvez aborder ce point. Oui, avec plaisir. Alors, la SCPI, c'est un instrument qu'on connaît bien, que nous pratiquions il y a 20 ans alors que personne n'en parlait. Il faut savoir que la SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. C'est un fonds qui mutualise des investissements immobiliers. À ce jour, il y a une vingtaine de sociétés de gestion en France. Et dans le panorama des SCPI, vous avez trouvé deux grandes familles, la famille des SCPI fiscales et la famille des SCPI
de rendement, et à l'intérieur des SCPI de rendement, vous allez avoir une subdivision entre les SCPI résidentielles et celles qui investissent dans l'immobilier d'entreprise. Et à l'intérieur des SCPI qui investissent dans l'immobilier d'entreprise, vous pouvez trouver des généralistes, bureaux, commerce, logistique, des spécialisés qui vont investir dans des hôtels, dans des murs de cliniques, des hôpitaux, etc. Donc, la SCPI, c'est un instrument qu'à ce jour, on connaît bien et qu'on aime beaucoup. La difficulté, c'est qu'il y a 10 ans, les SCPI collectaient 700 millions d'euros dans l'année et qu'en 2019, elles ont collecté 8 milliards. Ce qui fait que la manière dont on va rentrer dans le véhicule peut impacter l'investisseur s'il est souscrit avec un crédit, parce qu'il va être confronté à un délai de carence avant de percevoir ses premiers loyers qui peuvent affecter, ou en tout cas, il faudra qu'il en tienne compte dans son plan de trésorerie. Ensuite, nous, le groupe, nous gérons à peu près 600 millions d'euros de SCPI pour le compte sinistre à ce jour sur les SCPI, et nous n'en aurons pas. Et si je devais, sans rentrer dans le détail, rassurer certains investisseurs sur l'ensemble des véhicules que nous distribuons, avec une dizaine de sociétés de gestion, l'impact du Covid se rapproche de 0 au 31/12/2020. Certaines SCPI ont provisionné sur leur acompte trimestriel une retenue entre 10 et 30% du premier trimestre, mais les mesures d'accompagnement des locataires font qu'il y aura tout un effet de rattrapage probablement voire 2021. Donc nous maintenons totalement notre confiance dans ce véhicule qui, au demeurant aujourd'hui, quand on regarde la prime de risque par rapport aux obligations assimilables du Trésor, donc aux emprunts d'État qui sont à 0, devrait sortir en 2020 une rentabilité moyenne, sans en sortir l'une ou l'autre, proche de 4% net de toutes les charges. Donc c'est un véhicule qui est en soi extrêmement séduisant. Encore faut-il en avoir besoin et à bien avoir défini son objectif. Très bien. On a une question de Franck qui demande: les assurances vie de droit luxembourgeois protègent-elles mieux l'épargnant contre un risque systémique? Ça rejoint la première question sur les actifs en euros. Ma réponse est positive. Il faut savoir que, déjà, l'État luxembourgeois est sans doute l'État qui a la situation financière la plus saine, puisque son ratio d'endettement sur le PIB devrait être de l'ordre de 40% contre 100% avant la crise en France, et qu'il y a tout un système d'accompagnement des compagnies d'assurance qui s'appelle le triangle de sécurité, qui dispose que, d'une part, les investisseurs sont des créanciers privilégiés, ils passent avant le trésor public luxembourgeois en cas de défaillance d'une compagnie, et par ailleurs, le montant garanti est le montant en compte. Ça veut dire, pour être basique, vous mettez 100 € dans une compagnie, elle fait défaut 3 ans après. Au moment du défaut, vous avez 70 €, on vous rendra 70 €. Vous avez 130 €, on vous rendra 130 €. D'accord, très bien. Merci. J'ai une autre question. Je passe un peu d'une question à l'autre. On a beaucoup de questions de la part de nos internautes, et tant mieux, continuez d'ailleurs à poser vos questions. Il y a le thème de l'immobilier aussi, bien entendu, qui est abordé. Une question de Stéphanie qui dit: vaut-il mieux investir aujourd'hui en bourse ou conserver un bien immobilier acquis en France il y a 2 ans, compte tenu des marchés et de leur évolution prévisible? Question difficile, en 2 temps. La première réponse évidente, c'est que si on est allé sur le marché immobilier, c'est qu'on avait un besoin à un moment donné. Donc, il faut toujours corréler son investissement à son objectif. Ensuite, réallouer une opération immobilière, si elle s'est bien comportée, il faut à ce moment-là en tenir toutes les conséquences. C'est prendre acte du fait qu'elle n'est plus adaptée à la situation. Quant à rentrer sur les marchés financiers, c'est autre sujet. Il faut y aller en tant qu'investisseur quand même averti. On a bien vu au cours des 3 derniers mois que la volatilité pouvait être effectivement très dommageable pour certains types d'investisseurs.
Après, si on sort d'une opération immobilière, c'est soit parce qu'on souhaite réallouer, réaffecter les sommes, soit parce qu'on est confronté à une problématique fiscale qui, je l'imagine, peut être aussi dommageable que le marché lui-même. Très bien. Toujours sur le thème de l'immobilier, on a une question mentale qui nous demande: est-il préférable d'acheter en SCI ou en démembrement? Alors, elle est dans le cas où, en fait, aujourd'hui, elle est non-résident. Elle prévoit peut-être d'habiter plus tard dans le bien qu'elle achèterait, mais de toute façon, elle veut transmettre, en fait, futur à ses enfants. Alors c'est une question qui est extrêmement large, hein, parce que on peut difficilement comparer un investissement en société civile immobilière d'un achat en démembrement. On peut tout à fait acheter un bien en démembrement en société civile. Donc, je vais d'abord répondre sur la société civile immobilière. La société civile immobilière est un instrument extrêmement intéressant dès lors qu'on y adapte une logique patrimoniale. Très souvent, on intègre une société civile immobilière parce qu'on souhaite y associer ou intégrer ses propres enfants dans une opération. Il ne faut pas imaginer que la société civile immobilière va vous apporter un avantage fiscal particulier. C'est faux. Très souvent même, si vous êtes non-résident, que vous voulez rentrer en France et que vous avez acquis un bien en société civile immobilière, ce bien ne pourra pas bénéficier, et ça a été confirmé très récemment par le Conseil d'État, de l'abattement de 30% sur la valeur vénale de l'actif au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc la SCI n'a pas toujours des avantages. Ensuite, la SCI, il faudra être vigilant sur deux choses. Le statut fiscal, soit on opte pour l'IS, soit on opte pour le statut des sociétés de personnes, l'IR, auquel cas il y a une translucidité fiscale et tous les résultats vont remonter sur les associés. Après, l'idée de se dire qu'on va optimiser la transmission, effectivement, la SCI sert à ça. Et patrimonial, il organisait soit la transmission de parts qu'on pourra elle-même démembrer, et je rejoins le démembrement, donc le but de transmettre la nue propriété à ses enfants et de conserver l'usufruit pour un couple qui aurait choisi un régime matrimonial en communauté, par exemple, qui aurait procédé tel que la donation au dernier vivant, eh bien, conserver les fruits du bien tout en l'ayant transmis en amont de manière à minorer les droits. Et c'est là que ça devient intelligent d'associer le civil au fiscal, c'est qu'on démembre les parts en fonction de son âge, et je vais prendre le barème fiscal, l'article 669 du Code général des impôts, qui dit qu'à moins de 61 ans, pour être arithmétique, on bénéficie en cas de donation démembrée d'un abattement de 50%, eh bien, à ce moment-là, on optimise sa transmission. Donc, l'idée d'acheter un bien en société civile immobilière, oui. J'imagine que tout à l'heure, j'aurai des questions sur la location meublée. Il faut prohiber les sociétés civiles pour la location meublée parce qu'elles sont inadaptées. De là à se dire, j'achète en société civile, point barre, sans autre objectif d'organisation de la transmission, ça n'a pas fondamentalement d'intérêt. Et le deuxième point fondamental à regarder dans une société civile, si on a une logique de transmission, c'est la rédaction des statuts. Si on est des parents, qu'on veut organiser la transmission et qu'on transmet la nue propriété à ses enfants, il ne faut pas qu'un jour on se retrouve évincé parce qu'on a omis de prévoir des droits de vote avec l'unanimité et de soi-même conserver des parts en pleine propriété pour éviter, en cas de famille recomposée, de pièces rapportées, de se retrouver évincé des fruits de la SC. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement sur la société civile immobilière qui reste un outil patrimonial. En ce qui concerne le démembrement de propriété, la question qui était posée, c'était est-ce qu'il faut acheter en démembrement? Et là, il faut bien que les auditeurs entendent ce que je vais dire parce qu'il y a deux types de démembrement. Il y a le démembrement que l'on subit. En droit civil, c'est ce qu'on appelle les mutations à titre gratuite par donation ou succession. Et il y a les mutations à titre onéreuse où on va acquérir un bien en nue propriété. Et lorsqu'on acquiert un bien en nue propriété, on va acquérir le droit d'aliéner le bien, mais on ne va pas acquérir le droit, c'est l'article 544 du Code civil, de percevoir les fruits, l'usus et le fructus.
et de jouir de la chose. En conséquence de quoi, c'est une opération patrimoniale et financière auxquelles peuvent être avantages fiscaux. Comme la réponse ne parlait que du démembrement, je n'irai pas plus loin. Mais l'achat en démembrement est un outil patrimonial, a fortiori pour les non-résidents, extrêmement séduisant. Très bien. J'ai une question plus large, mais qui concerne très directement, évidemment, cette activité. Faut-il s'attendre à un retour de l'inflation et du coup à une hausse des taux d'intérêt? Alors, il y a une petite coupure de son sur la première partie. Donc, faut-il s'attendre à un retour de l'inflation, c'est cela? Oui, c'est ça. Et du coup, une hausse des taux d'intérêt. Alors, c'est… Et la décision corollaire sur le plan patrimonial, vaut-il mieux s'endetter maintenant ou dans les mois qui viennent que dans 2-3 ans? Écoutez, c'est extrêmement difficile de se projeter. Moi, je considère, et notre groupe considère, que le risque inflationniste potentiellement existe. On ne va pas lâcher des milliards d'euros d'aide à l'économie sans qu'à un moment ou à un autre, il n'y ait pas de pression sur les prix. Soyons réalistes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les dettes européennes en euros sont administrées, elles sont contrôlées parce qu'elles deviendraient insoutenables pour certains pays du Sud. À l'inverse, je ne vois pas comment, à un moment ou à un autre, la notion d'inflation, même mesurée, on ne va pas retrouver une inflation à 10%, n'apparaîtra pas parce qu'il y aura forcément… Quand on lâche des centaines de milliards d'euros, on a parlé du plan franco-allemand de 500 milliards, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, puisque l'Allemagne elle-même met sur la table 1100 milliards. La France va mettre à peu près sur la table 400 à 500 milliards, plus que vont faire les autres pays européens. Donc, en bon économiste, je dirais qu'il me paraît impossible qu'à un moment ou à un autre, il n'y ait pas de pression sur les prix. Donc, qui dit pression sur les prix dit remontée des taux courts, remontée des taux longs qui servent de référence au taux des crédits immobiliers. Et donc, à un moment ou à un autre, on retrouvera les taux à un niveau plus élevé. Pour référence, d'ailleurs, avant de conclure sur cette question, je rappellerai à ceux qui ont fait des opérations immobilières en 2008, les taux étaient autour de 2,5 à l'époque, que brutalement, on a retrouvé les taux entre 5 et 6%. Pendant 9 à 10 mois. Ensuite, ils sont redescendus. Remonter à une échéance qu'il est difficile de programmer, ils ne resteront pas éternellement hauts parce que les dettes pour un certain nombre de pays, dont la France, deviendraient insoutenables. Très bien. On a plusieurs, c'est la période des déclarations fiscales en France. On a plusieurs internautes qui nous interpellent à ce sujet. Franck nous dit, on entend de nouveau parler d'un retour de l'ISF. Quel est votre avis à ce sujet? Je crois que le gouvernement s'est positionné de formel. Il ne remettra pas en cause l'IFI tel qu'il a été construit en 2017. Après, ce qui se passera lors des élections présidentielles dans 2 ans, je ne veux rien préjuger. En tout cas, ce serait un très très mauvais signe, puisque en 2012, lorsqu'il n'y a pas de connotation politique dans mes propos, mais lorsque la loi de finances rectificative du 16 août 2012 avait intégré un certain nombre de données, revu le barème de l'ISF à l'époque, on avait vu, et ce sont les statistiques, je crois qu'il y a des gens du Trésor qui nous écoutent, ils pourront aller les vérifier, les statistiques des gens qui avaient quitté la France à l'époque avaient quasiment doublé. Donc, c'est un mauvais signe d'une manière générale pour les non-résidents d'une part et pour les résidents qui avaient envisagé de partir et qui ne sont pas partis du fait de la disparition de l'ISF au profit de l'IFI. On a une question également sur la possible évolution des droits de succession. Est-ce que vous avez des informations ou des craintes, ou est-ce que le sujet a été amené l'an passé dans les débats parlementaires et il a été ajourné. Donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour.
je ne vois pas comment le Trésor public, au travers du gouvernement, pourrait réformer les recettes fiscales provenant des droits de succession, compte tenu de contraintes budgétaires à venir considérables. Bien sûr. À propos des droits de succession, peut-être qu'on a une personne qui dit 2007, qu'est-ce qui va se passer pour ma succession? Alors, je pense que ce n'est pas une question de droit de succession. Il y a à la fois une problématique civile et une problématique fiscale. Je vais évacuer la problématique fiscale. Si cette personne a des actifs en Espagne, qu'elle réside à Madrid, les actifs madrilènes ou espagnols seront taxés en Espagne. Si cette personne a des actifs en France, notamment des immobiliers, et le droit fiscal français n'a pas changé sur cette question, c'est toujours l'article 750 ter 1, 2, 3 qui s'applique. Après, si la question a trait aux règles civiles, parce qu'on en parle de plus en plus, effectivement, il y a aujourd'hui de non-droit européen qui s'est institué depuis 2015, puisqu'un règlement européen sur les successions de 2012 trouve à s'appliquer dans 24 pays de l'Union depuis le 17 août 2015. Et ce règlement européen a fondamentalement changé les règles de droit international privé françaises. Comment ça fonctionne? Avant le 17 août 2015, la France appliquait l'une des 3 grandes règles de conflit de loi, en l'occurrence la règle de la scission. Comment ça fonctionnait? Eh bien, pour les biens meubles, c'est-à-dire les comptes bancaires, les meubles par destination, les bijoux, les voitures, etc., nous appliquions la règle de la loi du dernier domicile du défunt. Et pour les biens immeubles, eh bien, on appliquait la loi du lieu de situation de ou des immeubles, s'il y avait plusieurs lois applicables. Et on secouait tout ça, on trouvait une masse, et la masse, en fonction de sa localisation, trouvait à subir une fiscalité ou française dans le cas présent, ou espagnole, avec le jeu des conventions fiscales qui fait qu'on pourra éliminer en matière de succession la double imposition dès lors qu'elle existe. Il faut savoir qu'il y a un texte du Code général des impôts, côté français, qui éliminera dans tous les cas la double imposition. C'est l'article 984 de mémoire du Code général des impôts qui fera bénéficier d'un crédit d'impôt une succession ouverte en France qui aura subi des droits à l'étranger en l'absence d'une convention fiscale. Sachant qu'il y a quand même moins de 40 conventions sur les successions contre plus de 140 sur la fiscalité des revenus et de l'IFI. Très bien. Stéphanie nous pose une question autour des plus-values immobilières. Quel est le traitement des plus-values immobilières sur des biens situés en France pour des résidents en Allemagne, donc sans doute en Europe, j'imagine? Alors, moi, je suis capable de répondre sur le traitement d'une plus-value immobilière française. Je suis capable de répondre sur la bilatéralité. La fiscalité sur les plus-values allemandes, je ne la connais pas. Je ne suis pas capable de connaître la fiscalité de tous les pays du monde. Donc, l'article 244 bis du Code général des impôts établit les règles immobilières. Un non-résident ou un résident qui détiendrait un bien immobilier en France, la règle est la même. En fonction de la durée de détention, il va y avoir des abattements qui sont de 22 ans pour les plus-values et malheureusement de 30 ans pour les prélèvements sociaux. Les auditeurs sont tous informés de ce lourd contentieux auquel notre groupe a contribué. Malheureusement, on ne l'a pas gagné en dernier recours sur les prélèvements sociaux, dont les non-résidents seront également redevables. Et je pense que pour avoir suffisamment écrit dans la presse nationale sur la question de l'iniquité de ces prélèvements sociaux pour les non-résidents, cela nous a valu quelques retours de l'administration fiscale. Un point de différence quand même, c'est que la plus-value taxable subira les prélèvements sociaux hors de l'Union européenne à 17,2% et en Europe à 7,5%, et ça s'appelle un prélèvement de solidarité.
On n'a pas le temps de refaire toute l'histoire, mais c'est le fruit des sanctions de la Cour de justice de l'Union européenne qui a fait qu'aujourd'hui, on se trouve avec une fiscalité qui est dissociée. Donc, ça, c'est le droit commun. 22 ans, 30 ans, et il faut savoir qu'en 2012, c'était encore l'ère du gouvernement Sarkozy avec François Fillon, la fiscalité sur les plus-values avait changé 3 fois dans l'année. On était exonéré jusqu'au 1er février 2012 à 15 ans, on est passé à 30 ans et on est revenu à 22 ans dans la loi de finances rectificative du gouvernement Ayrault qui avait institué les prélèvements sociaux. Donc des points positifs et des points négatifs. Il faut savoir que, je ne sais pas si c'était la question, mais je vais quand même le dire, il existe quelques dispositifs, quand on part, qui permettent de revendre son bien en franchise de plus-value. Si on cède son bien, qui était sa résidence principale, avant le 31 décembre de l'année qui suit son départ, on sera également exonéré d'impôt sur la plus-value. Il y a également un autre texte que beaucoup de notaires méconnaissent complètement, c'est l'article 158.2, deuxièmement, du Code général des impôts, qui est attaché à la personne physique. Donc, un couple peut en bénéficier 2 fois, mais seulement un abattement par opération, ou lorsqu'on a calculé une plus-value, on peut abattre la plus-value de 150 000 € en application de ce texte, qui est un texte dérogatoire du Code général des impôts et qui est extrêmement utile. Il y a un certain nombre de conditions d'éligibilité, mais si certaines personnes y sont assujetties, on pourra leur envoyer les conditions sans difficulté. Questionnant le petit journal, c'est la question précise. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez pas, chers amis internautes, continuez à poser vos questions. On essaie de les prendre au fil de l'eau. J'ai une question là de Bertrand qui demande, alors c'est un thème que vous avez en partie abordé, mais vous souhaitez peut-être préciser. Que pensez-vous de l'investissement immobilier en nue propriété? Est-ce peut-être le moment d'investir de cette façon-là? Écoutez, ça rejoint un peu la question tout à l'heure où j'avais abrégé la réponse parce que je ne savais pas s'il s'agissait réellement d'opérations d'acquisition en nue propriété. C'est un nouveau marché, donc à ne pas confondre avec les mutations à titre gratuit, je me répète volontairement, donation-succession. Une acquisition en nue propriété signifie qu'un investisseur va acheter la nue propriété d'un bien, donc uniquement le droit d'aliéner, et il va y avoir un usufruitier temporaire, qui va acheter l'usufruit du bien. Donc, il va y avoir 2 opérations d'acquisition différentes au moment de l'acte chez le notaire. Il y a à la fois un intérêt économique et un très gros intérêt fiscal, mais il y a quand même une contrainte. L'intérêt économique, c'est qu'un bien qui vaut 100 à Paris, sur une clé de démembrement à 15 ans, la personne va acheter la nue propriété 60%. Et que pendant 15 ans, cette personne n'aura aucune charge de copropriété, aucune charge fiscale, et qu'à l'issue du démembrement, la convention de démembrement qui est signée chez le notaire en même temps que l'acquisition prévoira que le bien immobilier lui sera restitué dans l'état dans lequel il a été trouvé, donc si c'était neuf, et qu'à l'issue de la convention de démembrement, l'investisseur va retrouver la pleine propriété, donc il a acheté un bien 60 qui vaudra 100, s'il y a une plus-value, tant mieux, et il trouvera à ce moment-là une triple option qui consistera d'une part soit à l'occuper, à le louer, voire à le revendre. Et lorsque le schéma est optimisé et que l'opération se fait à crédit, c'est le moyen d'avoir une acquisition immobilière dont on n'a pas la jouissance pendant une durée préfixe, mais sur laquelle, lorsqu'on lève de la dette, les intérêts d'emprunt vont venir gommer du résultat foncier. On est dans le régime fiscal des revenus fonciers. Et donc, lorsqu'il y a une plus-value, lorsqu'il y a du déficit foncier qu'on crée grâce aux intérêts d'emprunt sur une opération en nue propriété, on va doper le foncier de cette opération. À titre d'information, une opération de démembrement sur 15 ans, 60, base 60% au terme sans plus-value correspond à un rendement de 3,4% net d'impôt. Si vous rajoutez de l'optimisation fiscale, eh bien, on peut monter à 6, 7, 8, 9% avec la possibilité de s'offrir un très bel appartement parisien. Je disais tout à l'heure qu'il y a quand même un inconvénient, c'est que n'ayant pas de recettes, n'ayant pas de revenus sur l'opération, en cas de levée de quand même la rembourser.
sauf à avoir des revenus fonciers qui ne subissent pas de dette par ailleurs, donc qui sont taxables, où on va générer du déficit grâce aux intérêts d'emprunt et assouplir sa charge en trésorerie, eh bien, à ce moment-là, la nue propriété devient extrêmement intelligente. Autre avantage fiscal, c'est lorsqu'on est assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, qu'on convertit des actifs immobiliers assujettis en nue propriété, eh bien, la nue propriété n'est pas assujettie à l'IFI pendant toute la durée de l'opération. Elle le sera à l'issue. Allez, on va revenir sur l'assurance. J'ai une question d'un internaute qui me dit, ou une internaute FA, difficile de savoir d'où elle vient ou d'où il vient. Comment se fait une assurance vie en France lorsqu'on est non résident hors UE? Donc, elle vient où il vient en dehors de l'Europe. Alors, la réponse ne va pas être très très longue, mais il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui ont été mis sur une liste noire, qui sont blacklistés, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons fiscales, soit pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, je vais donner deux exemples effectivement très simples, hein, l'Iran, Cuba. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un de ces pays-là, pour des raisons économiques, politiques ou fiscales, et que le pays est blacklisté, les obligations à charge de l'établissement financier font qu'il ne vous est pas interdit, il ne lui est pas interdit de vous prendre comme souscripteur, mais elles vont être renforcées en termes de compliance sur la traçabilité et l'origine des fonds. Et bien souvent, les établissements financiers, pour éviter ce genre de contraintes, préfèrent ne pas prendre les souscriptions. Je vous donnerai même un exemple. Si vous êtes US personne, de la plupart des établissements financiers français, que ce soit les banques ou les compagnies d'assurance, ne vous prendront pas. Pas parce que le pays est blacklisté, tout simplement parce que la norme en termes de compliance va vous exclure de l'éligibilité à la souscription parce que le reporting qui est imposé par FATCA sera trop lourd pour l'établissement financier. Vous n'êtes pas noir. Il y a une position qui me semble erronée d'un certain nombre d'établissements financiers, puisque nous arrivons à en ouvrir auprès d'un grand nombre de compagnies d'assurance françaises et luxembourgeoises pour nombre de nos clients non résidents dans le monde entier, dès lors qu'ils ne sont pas dans un pays blacklisté. Voire même lorsqu'ils sont dans un pays blacklisté, je pense, j'étais il y a quelques mois à Cuba sur un marché très important, eh bien, on est en français ou ailleurs sur un pays blacklisté, une souscription en assurance vie. Sur certains pays, ce sera plus difficile. Mais nous y arrivons. Parfait, très bien. J'ai une question d'Alexis qui demande si les tensions entre les États-Unis et la Chine vont finalement réorienter un petit peu les allocations vers les actifs conseillés. Vers les actifs français? Non, pas forcément français en fait. Il dit est-ce que ça va amener des arbitrages différents en fait? Je me suis mal exprimé, pardon. Alors, il faut savoir que les États-Unis ont quand même le leadership sur de nombreuses choses, dont les aspects financiers et les marchés financiers. La Chine a plus à perdre, à mon sens, hein, d'autres ne partageront pas forcément mon point de vue, à ne pas s'entendre avec les États-Unis. Donc, je crains pour les marchés financiers, si les turbulences venaient à s'aggraver comme c'était aggravé début 2019 entre ces deux pays, puisqu'on parle même, les États-Unis parlent d'interdire l'accès aux marchés financiers aux entreprises chinoises. À mon avis, c'est une erreur, mais ce serait une erreur qui serait extrêmement dommageable pour la Chine, qui n'est pas un monstre de transparence, on en conviendra. Très bien. On a une internaute qui demande si c'est le moment d'emprunter. Oui, absolument. C'est le moment d'emprunter à partir du moment où on peut rembourser, bien évidemment. Emprunter, les taux sont remontés d'à peu près 30 centimes. Les banques se font un peu plus regardantes, pas uniquement de leur propre fait. Le Haut Conseil de stabilité financière leur a fait passer également une note dans ce registre-là, mais c'est effectivement le moment de s'endetter, en l'occurrence pour acheter de l'immobilier.
Je crois qu'on a perdu Monsieur Hérault. La variable, je pense que les gens m'entendent, la variable qui doit gouverner à une acquisition immobilière, c'est l'objectif patrimonial et l'objectif fiscal. Voilà. J'avais poursuivi mes propos, Hervé, vu que vous aviez disparu de l'écran magnifique. Il y a eu une micro-coupure, effectivement. Vous avez bien fait. La prochaine question. Oui, alors, il y a plusieurs internautes qui demandent, en fait, qu'il faut privilégier l'immobilier, l'or, les actions. Quels arbitrages faire sur le marché aujourd'hui? L'arbitrage, c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre. Hein. C'est une question de sensibilité. Concernant les marchés, on ne va pas vous prêter d'argent. Donc, vous allez rentrer avec vos liquidités. Donc, il faut définir un objectif et une sensibilité à la performance et une sensibilité au risque. Il faut quand même voir que les marchés ont subi une forte volatilité avec cette crise. Il semblerait que la crise soit déjà dans les cours et que les perspectives de sortie de la pandémie, de déconfinement, comme on dit, se fassent plutôt bien. Et en conséquence de quoi, les marchés rebondiraient, réagiraient positivement. Je dis ça au conditionnel, bien évidemment. Donc, la manière dont on pourrait rentrer sur les marchés, que ce soit sur l'or, sur les marchés actions, ça reste quand même des marchés qui sont extrêmement profonds, liquides, sur lesquels il existe des solutions techniques pour lisser ces achats, que ce soit de l'investissement progressif ou du lissage. Les gérants savent le faire, ce qui évite de s'exposer au marché à un moment où on pourrait penser qu'il est bas alors qu'il est à un point haut. Et aujourd'hui, il est difficile de se positionner. Donc, des solutions d'investissement en lissage ou en investissement progressif pour rentrer sur le marché, que ce soit sur l'or ou sur les marchés actions traditionnels, me paraissent incontournables. Concernant l'immobilier, à mon avis, ça rejoint la question précédente. Si vous avez des velléités d'acheter dans l'immobilier, vous pourrez peut-être faire les opérations sur les marchés, mais en même temps l'immobilier via du crédit. La question, est-ce que ça… Il faut savoir que la France a une méthode de scoring qui est différente. Dans deux pays européens et dans le monde, on va voir votre scoring en fonction de la qualité de la garantie hypothécaire, c'est-à-dire du bien, alors qu'en France, on garde la qualité de la personne qui va s'endetter avec une notion de ratio d'endettement à 33%. Voilà. Donc, aujourd'hui, si vous avez des liquidités, rentrer sur le marché, c'est bien, en gardant toujours une poche de liquidité en cas d'événement imprévu, et en même temps, lever de la dette pour investir dans l'immobilier nous paraît judicieux, si tant est que nos prévisions de remontée probable des taux sur une certaine manière continue à très long terme vont survenir dans les mois, voire les années qui viennent. On a de nouveau perdu la connexion. L'élément déterminant de la fiscalité, c'est ce que je m'appelle. Les valeurs high-tech sont-elles plus intéressantes pour les investisseurs? Est-ce que vous m'entendez? Oui, plus intéressantes. Écoutez, aujourd'hui, la pandémie a traduit une évolution des modes de consommation, des modes de travail. On n'a pas le temps, ce serait un vrai sujet. Hein. Pour autant, tout ce qui est IT reste des solutions modernes, adéquates, mais je pense que Michelin vendra toujours des pneus, Dassault Systèmes vendra toujours des solutions à ses clients et que l'industrie de l'aéronautique sortira de cette crise. Donc, il y a peut-être des opérations à faire aujourd'hui sur des titres qui ont été très fortement décotés. Et il y en a.
Hervé. Donc, j'étais en train de m'exprimer sur la problématique de l'investissement immobilier tout à l'heure, en l'absence de Hervé Hérault. La fiscalité de l'immobilier pour des investissements en France, c'est pour ça que la nue propriété a pris son essor, est un vrai problème qui s'est accru depuis 2012, depuis que les non-résidents se trouvent assujettis aux prélèvements sociaux. Donc, pour un non-résident, donc un résident fiscal français, lui, il aura le taux marginal, hein, il aura les prélèvements sociaux de droit commun. Un non-résident, lui, il n'est pas obligé de subir la fiscalité française. Et un investissement immobilier n'est pas obligatoirement la fiscalité française. Il est tout à fait possible, soit par un véhicule fiscal comme la location meublée, par exemple, j'espère que j'aurai des questions tout à l'heure, ou par des opérations en nue propriété, des investissements sur comme les SCPI françaises dont les actifs sont à l'étranger, qui permettent de neutraliser pratiquement complètement la fiscalité française. Quand on voit que quelqu'un qui a plus de 27 794 € de revenus fonciers de source française nette va subir 30% d'imposition, plus, s'il est hors de l'Union européenne, 17,2%, soit une fiscalité confiscatoire de 47,2%, c'est prohibitif. Le même véhicule qui serait 100% allemand pour un non-résident ne subira une retenue à la source que de 15%, du simple au triple. Et on peut aussi les acheter à crédit. Donc, il y a une véritable analyse de la fiscalité qu'on doit intégrer. Ça ne doit pas être le vecteur principal de l'analyse d'un investissement, ni du choix d'un investissement, mais ça doit rentrer dans les variables qu'il faut analyser pour définir son objectif et la rentabilité qu'on va aller chercher. Mais il est clair qu'un produit d'investissement immobilier français, pour quelqu'un qui a déjà un gros patrimoine immobilier, qui a peu de déficit foncier, va se retrouver taxé à 47,2%, ce qui, à notre sens et à mon sens, aujourd'hui inacceptable. Alors justement, Dominique aborde la location meublée. Demande quel intérêt, peut-être vous voulez faire un peu la distinction, Olivier, entre la location meublée, non meublée et la location meublée non professionnelle et professionnelle. Oui, alors, soit on est en location nue, on est dans le régime fiscal des déficits fonciers, c'est le régime de droit commun. Le régime de droit commun consiste à mettre son bien en locatif, auquel cas on va pouvoir passer en charge l'ensemble des travaux, des intérêts d'emprunt, des assurances, de la taxe foncière, etc. Et ça va créer un déficit foncier. Déficit foncier, s'il est supérieur aux revenus, bien les déficits vont être reportables et reportables pendant 10 ans. La fiscalité de la location dite meublée n'est pas du tout codée aux mêmes articles du Code général des impôts. C'est l'article 151 septième impôt à gérer un bien immobilier comme on gérerait une entreprise. C'est-à-dire qu'on va être assujetti à tenir une comptabilité, recettes, dépenses, en fonction du résultat comptable, on va avoir une fiscalité qui sera une fiscalité soit de droit commun, soit une fiscalité dérogatoire. Le gros intérêt de la location meublée, c'est qu'on passe du régime fiscal des revenus fonciers dans le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'on appelle communément les BIC. Et on va amortir le bien par composants, l'immobilier hors foncier, les meubles, jusqu'aux petites cuillères sur des durées de 2, 3 ans, etc. Et grâce à l'amortissement, le résultat comptable va être minoré et se rapprocher d'un résultat fiscal proche de zéro. Et quand on a un résultat proche de zéro, eh bien, si on est en location meublée non professionnelle, eh bien, on ne sera pas assujetti aux cotisations sociales, mais à la fiscalité sur les revenus fonciers de droit commun. Si on est en location meublée dite professionnelle, et on peut y basculer automatiquement depuis 2020 par un collectif budgétaire, eh bien, on va être, si on dépasse 23 000 € de recettes TTC annuelles, hors amortissement bien évidemment, eh bien, on va passer en professionnel automatiquement et à ce moment-là, on va être assujetti aux cotisations sociales qui peuvent s'élever jusqu'à 50%
du montant du résultat fiscal. Donc, il faut être extrêmement vigilant et il faut simuler les opérations. Il y a à un moment beaucoup de gens qui nous ont sollicité, compte tenu de la fiscalité à laquelle je faisais référence quand on a eu la coupure sur la fiscalité des revenus fonciers qui est confiscatoire pour les non-résidents. Elle l'est pour les résidents, mais les non-résidents ne peuvent pas s'y soustraire. Elle monte jusqu'à 47,2%. Beaucoup de non-résidents nous ont dit, mais pourquoi ne pas transformer notre bien de location nue en location meublée? Et là, il est possible de le faire que dans le seul cas où il est possible de transformer sa location nue en location meublée, dans les villes de plus de 20 000 habitants, c'est qu'il faut deux conditions. La première condition, il faut que ça devienne la résidence principale du preneur à bail. Et la deuxième, auquel cas, vous n'aurez pas besoin de demander l'autorisation du préfet. Sinon, il la faut, il la refusera. Et dans le deuxième cas, il faut l'autorisation de la copropriété pour recevoir qui la donne. Et le schéma a été très intelligent parce qu'auquel cas, même un bien que vous déteniez depuis 20 ans, que vous transformiez de location nue en location meublée, pouvait permettre de passer les amortissements au premier euro, comme si vous veniez de l'acheter, et de neutraliser la fiscalité. Avec maintenant un risque, c'est que sur un bel appartement parisien, vous dépassiez les 23 000 euros de recettes TTC et que vous vous exposiez aux cotisations sociales. Voilà. Une question concernant la fiscalité de la part de Michel, qui demande le taux d'imposition pour les Français de l'étranger sur les revenus perçus en France de 20 ou 30%. Alors, c'est une très bonne question parce qu'on vit une période un peu particulière. Alors, en préambule de réponse à cette question, je dirais que la volonté du Trésor public, c'est d'aligner la fiscalité des non-résidents sur la fiscalité des résidents. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire dans la loi de finances pour 2019, il y a donc un an. Ils ont modifié le barème de fiscalité des revenus fonciers pour l'aligner sur le barème progressif en démarrant à 20%, donc avec un handicap pour les non-résidents. C'est l'article 197A du Code général des impôts qui établit deux seuils, 20, 30% et plus, ça peut monter jusqu'à 45%, plus les prélèvements sociaux, dès lors qu'on dépasse certains seuils. Donc, le seuil démarre à 20% jusqu'à 27 794 euros de résultat foncier. Vous serez à 20% plus les prélèvements sociaux, soit dans l'UE 7,5, hors UE 17,2. Au-delà de 27 794 euros, vous passez à 30% plus les mêmes prélèvements sociaux. D'où la stratégie fiscale de dire, bon ben, je capitalise certes dans l'immobilier, soit je revends mon bien, c'était une question de tout à l'heure, je le réalloue sur des instruments immobiliers français, mais qui ne subissent pas la fiscalité française, soit de la nue propriété, soit des SCPI qui ont des revenus de sources étrangères, soit je crée du déficit foncier pour neutraliser ma fiscalité foncière. En tout état de cause, il existe un certain nombre d'outils très importants. Et puis, il y a un autre aspect qui ne va pas concerner la fiscalité du patrimoine, mais la fiscalité des revenus. C'est un autre article du Code général des impôts, le 182A, qui traite de tout ce qui est traitement salaire, pension de retraite, qui établit aujourd'hui un barème progressif, 0, 12 et 20%, et le barème progressif au-delà de 20% qui démarre à 43 212 euros. Dans quel cas, là, on va passer au barème progressif et on récupère le quotient familial, même pour un non-résident. Et la grande difficulté, c'est que nos gouvernants, l'an passé, ont voulu modifier ce barème qui démarre à 0 et l'aligner sur le barème du 197A qui démarrait à 20%. Et pour les gens qui nous ont croisés lors de nos présentations à l'étranger, non pas lors de webinaires, on aime bien les conférences in situ, eh bien, on avait présenté deux slides. Un slide où on présentait la situation de l'article 182A, hypothèse de pension à l'étranger de 60 000 euros, eh bien, la retenue à la source était de 5 500 euros. Et par la modification de cet article, en le passant de 0, 12, 20 à un barème minima de 20%,
puis 30%, puis le barème progressif, la fiscalité du contribuable passait de 5 500 pour les mêmes revenus à plus de 13 000 euros. D'où une remontée majeure et opportune des députés, des sénateurs des Français de l'étranger qui ont demandé au gouvernement de revoir sa copie, gouvernement qui a procédé à un moratoire, donc qui a suspendu l'application du texte qui est prévu en 2021. Donc on attend impatiemment de voir, puisqu'il y a un projet de loi en préparation toujours par les sénateurs des Français de l'étranger, de tous bords politiques, qui aurait vocation à remettre à plat la fiscalité des non-résidents. Et en tout cas, cet article 182A refondu qui nous paraît là aussi confiscatoire. Concernant la CSG-CRDS, on a une question qui est comment ne pas payer la CSG-CRDS pour un non-résident? C'est une bonne question. Aujourd'hui, et depuis l'arrêt de Reuters, il est pas possible de ne pas la payer. Vous êtes assujetti, donc je le redis dans l'UE, c'est un prélèvement de solidarité de 7,5%, tout simplement parce que la jurisprudence qui avait censuré l'État français l'avait censuré à l'époque où les prélèvements sociaux étaient à 15,5 que sur une base de 13,5 et non pas sur le 2% de prélèvement de solidarité, qui n'était pas affecté à l'équilibre des comptes sociaux, suivant le règlement européen de sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle ils l'ont appelé comme cela. Et dans la décision de Reuters, les ressortissants hors de l'Union européenne n'avaient pas été épargnés, étaient maintenus dans l'assujettissement aux prélèvements sociaux. Donc le seul moyen aujourd'hui d'éluder les prélèvements sociaux, vous avez soit la solution de vous créer du déficit, soit sur du régime de revenus fonciers, soit sur du régime en BIC, soit de faire des opérations en nue propriété, soit le cas échéant, et je ne vous cache pas que c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Par contre, il faut y aller sur la pointe des pieds parce que tous les véhicules n'ont pas le même niveau, d'acheter des SCPI à crédit, mais des SCPI qui ont étrangères. Non seulement un non-résident ne sera pas assujetti aux prélèvements sociaux, y compris un résident dans un certain nombre de conventions fiscales dans l'Union européenne, mais également un non-résident ne sera pas assujetti à faire une déclaration française sur ses. Je vous donnerai un exemple. La fiscalité allemande sur un certain nombre de véhicules est prise à la source et ces véhicules donnent du 4,5 net d'impôt en Allemagne. Il y en a 3 sur le marché aujourd'hui. 4,5 net d'impôt aujourd'hui, c'est beaucoup en termes de prise de risque par rapport aux emprunts d'État. Et cette fiscalité est prise à la source directement par le gérant et reversée au Trésor allemand. Et on peut les acheter à crédit. Voilà. Donc ce sont des véhicules qui permettent d'éluder la fiscalité française qui peut monter, et je le répète, jusqu'à 45% le cas échéant sur des très gros patrimoines, plus 17,2% hors de l'Union européenne. Ossine nous demande, est-il encore possible de se vendre à soi-même son bien immobilier pour générer de nouveau de la dette? Alors, c'est une question très intelligente. La vente à soi-même préside à la constitution d'un abus de droit si elle est mal faite. Pour qu'elle soit bien faite, il faut que le cédant et les cessionnaires changent au moins pour 50% de l'opération. Et c'est très souvent, et c'est comme ça qu'on le monte nous-mêmes, l'opportunité de faire rentrer ses enfants majeurs, sachant qu'on ne fait pas rentrer d'enfants mineurs parce qu'il faut passer devant le juge des tutelles et qui s'opposera à la levée de dette. Donc, oui, mais attention au schéma de l'opération. Et je rappellerai juste que dans la loi de finances pour 2019, la définition de l'abus de droit avait été modifiée. Pour mémoire, il fallait au préalable que l'opération de montage juridique et fiscal soit exclusivement à des fins fiscales pour être qualifiable. Aujourd'hui, la définition s'est élargie. Il faut que ce soit exclusivement, ça c'est vrai, mais une deuxième définition est venue se rajouter. C'est une définition où le but est principalement fiscal. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais les sanctions financières ne sont pas les mêmes en fonction de l'abus de droit principal ou exclusif. Donc oui, vous pouvez faire ce type d'opération, mais attention, faites-vous accompagner.
Alors, Bertrand fait partie des investisseurs de la pierre papier qui placement. Il craint en fait que le fait que la planche à billets tourne entraîne l'éclatement de la bulle immobilière dans les grandes villes françaises, avec évidemment une baisse des prix dans les mois à venir. Est-ce que vous y êtes? Alors, la question porte là sur la pierre papier qui a une vocation résidentielle. Disons qu'il pourrait y avoir un risque sur la pierre papier résidentielle si les taux montaient extrêmement vite. Je crois que le risque aujourd'hui n'est pas constitué, en tout cas de toutes les stats qu'on a, nous, il n'est pas constitué. Il faudra avoir, je réponds à cette personne en particulier sur le résidentiel, si les conséquences du Covid au plan social seront lourdes ou pas. Voilà. Tant qu'il y aura de la demande, l'offre trouvera sa contrepartie. Si la demande venait à s'alléger et parallèlement à cela, les taux remontent, je serais extrêmement inquiet pour le résidentiel. Beaucoup de tout ce qui est immobilier, puisqu'on le voit, la crise a été extrêmement forte et la plupart des véhicules, même la quasi-totalité, absorberont la crise de manière totalement sans financière ne soit visible pratiquement pour les investisseurs. Et cela révèle d'ailleurs et cela traduit toute la solidité et l'engouement du public pour les véhicules SCPI. Je donnais tout à l'heure une statistique. 2007, personne ne connaissait les SCPI, ce qui est normal puisque tout le monde allait vers les actifs en euros des compagnies d'assurance qui distribuaient entre 4,5 et 5%. 700 millions de collectes en 2007. En 2019, pratiquement 8 milliards et demi. Et au premier trimestre 2020, on était en augmentation de 45%. À mon avis, ça a dû se ralentir au mois d'avril. Mais voilà, donc c'est un véhicule qui est extrêmement recherché, la SCPI, sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut lever de la dette, sur lequel on peut avoir une fiscalité privilégiée. Attention à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un certain nombre de variables à regarder dans une SCPI. Je vais en citer 3. Le taux d'occupation financier, le dividende sur valeur de marché et les reports à nouveau. On a une question de John qui est à Kuala Lumpur, donc en soirée pour lui. Est-il plus judicieux aujourd'hui d'emprunter à taux fixe pour rembourser en vieil emprunt en profitant de supports à long terme décotés? Alors, je vais répondre très honnêtement, monsieur. Si j'avais écouté mes banquiers, j'aurais mieux fait d'acheter en révisable. Aujourd'hui, les taux courts sont suffisamment bas pour ne pas aller chercher du révisable, même capé à 2 points ou 3 points, dans une logique économique et financière qui pourrait plus voir les taux monter que baisser. Donc, si votre schéma d'investissement est en France, taux fixe, que de ne vous propose pas le même taux fixe si votre opération immobilière est une levée de dette pour acquérir un bien immobilier dans un pays asiatique, en Malaisie en l'occurrence, ou ailleurs. Alors, une question pratique de Flore, qui est résidente fiscale en Espagne, qui ne perçoit pas de revenus immobiliers en France, seulement des intérêts sur des comptes et valeurs, et qui demande, y a-t-il une quelconque obligation dans ce cas de faire une déclaration au fisc en France? En tant que résident espagnol, non. Non, la déclaration. Alors, il y a deux choses. La déclaration de patrimoine et la déclaration sur les revenus. Si le patrimoine ne génère pas de revenus, il n'y a pas de déclaration à faire. Si ce n'est la première déclaration quand on quitte la France, où il vaut mieux faire une déclaration à zéro, on marque néant et on transfère le dossier à Noisy-le-Grand, qui est le centre des impôts des non-résidents. Si c'est une déclaration de patrimoine en tant que non-résident, non, il n'y a aucune déclaration de patrimoine à faire en tant que résident en Espagne sur du patrimoine français, sauf à ce qu'on soit assujetti à l'IFI. Sachant qu'en Espagne, la déclaration de patrimoine existe, l'ISF existe en Espagne, sauf dans la province de Madrid de mémoire. On a de nouveau perdu Hervé Hérault. Je suis désolé à nos auditeurs pour les coupures. On peut imaginer qu'aujourd'hui, la fiscalité française
puisse évoluer à moyen terme pour les non-résidents. Autant je ne vois pas évoluer le régime fiscal des successions, autant on peut imaginer que les interventions successives des députés et sénateurs des Français de l'étranger, et notamment le projet de loi sur lequel ils sont, vont affecter la fiscalité, mais il faut une remise à plat totale de cette fiscalité qui est globalement confiscatoire. Et je pense que le moment va être opportun à 2 ans d'une élection majeure. Il va falloir que les non-résidents fassent entendre leur voix. Anecdotiquement, il faut savoir que le contentieux sur les prélèvements sociaux concernait 250 000 non-résidents, donc c'est astronomique, que c'est introduit auprès des juridictions administratives françaises. De nombreux de nos clients qui nous ont suivis avec nos équipes d'avocats sont allés plaider et ont eu gain de cause. Avec un trésor public pas toujours fair-play sur le sujet. Bon, après, le trésor public n'est que le bras armé du ministère du contraintes budgétaires aujourd'hui qui sont majeures. Désolé. Hervé, c'est à vous. Absolument. J'avais une question donc, par rapport aux régimes matrimoniaux. Je ne sais pas si vous m'aviez entendu, mais je ne pense pas. Donc, du coup, je la pose maintenant. Donc, c'est une personne qui dit « Je me suis marié en février 2020 sans contrat et nous avons déménagé à Singapour après le mariage. Y a-t-il des implications ?» Ça, c'est un vrai sujet. Lorsque nous faisons des conférences in situ, les gens tombent de leur chaise. Alors, je vais garder la parole 5 bonnes minutes sur le sujet parce que c'est un vrai sujet sur lequel je veux aujourd'hui alerter nos compatriotes. Il faut savoir qu'il y a différentes règles applicables en matière de régimes matrimoniaux et mes propos ne vont concerner que les gens qui n'ont pas fait de contrat de mariage, donc qui se sont mariés sous le régime légal de leur pays, ou en l'occurrence la France. Le régime légal est depuis 1950, depuis le 1er février 1957, et le régime de communauté réduite aux acquis. Le régime de communauté réduite aux acquis donc, stipule que tous les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs, tous les biens détenus avant le mariage sont des biens propres, dont les fruits sont communs, et tous les biens acquis par donation, succession pendant le mariage restent des biens propres. La difficulté, c'est que la difficulté, pardonnez-moi, va se poser lorsqu'on va liquider un régime matrimonial à l'étranger. Pourquoi? Parce que quand on liquide un régime matrimonial, il y a 3 cas de figure par décès. Donc, on va liquider le régime matrimonial en vue de liquider une succession, par divorce, ou parce qu'on souhaite changer de régime matrimonial, où là, c'est volontairement qu'on souhaite changer de régime. Mais les règles applicables en matière de liquidation du régime matrimonial, elles ont changé, et elles ont changé à 3 reprises. Dans le temps, il faut savoir, et là, j'interpelle tous les gens qui se sont mariés sans contrat, qui nous écoutent, quel que soit leur âge, quand on s'est marié sans contrat, avant le 1er septembre 1992, et qu'on va s'installer à l'étranger, on va adopter le régime légal du premier pays où on aura établi de manière stable sa résidence habituelle. Vous vous mariez en France, vous partez vous installer au Gabon, vous restez plus de 18 mois au Gabon, c'est constitutif d'un établissement qui doit être soumis au régime légal gabonais, même si vous êtes français, régime légal gabonais qui est un régime de séparation de biens. Donc, quand on est marié sous un régime de séparation alors qu'on pensait être marié sous le régime de la communauté, quid de la protection du conjoint? Depuis le 1er septembre 1992, c'est un des 5 qui a ratifié la Convention de La Haye, qui prévoit et qui a mis en œuvre une véritable instabilité du régime matrimonial parce qu'on peut changer de régime matrimonial et subir une mutabilité sans le savoir. Par exemple, quelqu'un se marie en France, part tout de suite s'installer en Grande-Bretagne où il va rester 6 mois, 1 an. Eh bien, il va se retrouver marié immédiatement sous le régime légal de la séparation de biens britannique, alors qu'il pensait être marié parce qu'il s'est marié en France sous le régime de la communauté légale française, avec toutes les conséquences des règles civiles qui s'appliquent, parce que quand on liquide un régime matrimonial avec un droit étranger, on va liquider aussi bien dans les règles de fond que sur les règles de forme.
En ce qui concerne le régime matrimonial, les règles ont encore changé depuis le 29 janvier 2019, donc très récemment. Il y a un règlement européen, un petit peu dans le même esprit que celui sur les successions de 2015, règlement européen qui a établi une règle qui élimine le risque de mutabilité. Parce que dans le cadre de la Convention de La Haye du 1er septembre 1992, non seulement on pouvait muter ab initio en changeant de pays après le mariage, mais même si on restait 10 ans après dans un pays, on rechangeait de régime matrimonial. Et dès lors qu'il fallait liquider le régime matrimonial, on allait liquider autant de masse civile qu'il y avait de localisation avec un régime différent applicable. Ça devenait extrêmement compliqué. Pour autant, ça avait été confirmé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Donc la communauté européenne, dans un règlement européen qui a été ratifié par 18 pays, a vocation à appliquer une règle qui sera la règle civile de la résidence habituelle des époux. En conséquence de quoi, des époux français se marient en France, ils restent en France, eh bien, on liquide le régime matrimonial sous les règles françaises, communauté légale. Ils partent s'installer à Singapour, en Espagne ou ailleurs, ce seront les règles civiles du pays où ils vont s'installer qui vont être amenés à s'appliquer au fond et en la forme. Et si le régime légal n'est pas un régime de communauté, eh bien, ils seront amenés à devoir liquider le régime matrimonial en fonction du régime légal local. Et donc, le règlement européen, du 29 janvier 2019 a prévu, comme le règlement européen sur les successions prévoit une option, le règlement européen sur les successions de 2015 établit ce qu'on appelle une propriété juriste, la possibilité par la voie testamentaire de revenir aux règles civiles de sa nationalité. Eh bien, le règlement européen prévoit la même chose. Des époux français ou des époux de nationalité dont une française pourront choisir les règles civiles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, que ce soit un régime français ou étranger hors de l'UE d'ailleurs, pourront demander l'application de ce régime civil à la totalité de leur patrimoine, tant sur le fond que sur la forme, et en fonction de la loi civile, de leur nationalité. Voilà. Donc, ça peut avoir des impacts considérables. Pourquoi? Et je conclurai sur cette question-là. Parce que le droit international privé, dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui concernait un grand artiste français du show business, sur lequel d'ailleurs a fondé son argumentation les avocats de la famille Hallyday, enfin de Laetitia Hallyday, pour soumettre la succession au droit US. Et en fait, le droit US, les avocats américains et les tribunaux américains ont eu à juger de la résidence habituelle de la famille Hallyday, Laetitia, Johnny et leurs jumelles aux États-Unis. Et les tribunaux, en fait, n'ont pas réellement tranché la question. Les tribunaux américains ont renvoyé la question aux juridictions françaises pour trancher la question de la résidence habituelle. Et les juridictions françaises ont stipulé que la résidence habituelle de la famille Hallyday était en France. Ce qui a sensiblement modifié les vues de Laetitia Hallyday sur cette masse qu'elle devait appréhender en totalité, puisqu'en application de la jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Jarre du compositeur Maurice Jarre, à savoir Laurence d'Arabie, docteur Givago pour les plus anciens, cette jurisprudence et Maurice Jarre était US personne, donc citoyen américain, non pas seulement résident américain. Il résidait aux États-Unis depuis plus de 5 ans et il avait transmis la totalité de son patrimoine français-américain dans un trust américain au profit de sa dernière épouse. Et ses enfants, Jean-Michel bien connu et sa sœur, un peu moins connue, ont été totalement exhérédés de la succession. Et la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2017, a confirmé cet état de fait en stipulant que la réserve héréditaire, vous savez, la réserve héréditaire, ça se traduit souvent dans ces mots, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. Eh bien, ça n'est pas vrai en droit international public français, où la réserve héréditaire ne trouve plus à s'appliquer,
sauf cas où cela mettrait le conjoint et les enfants dans une situation de précarité, stipule l'arrêt de la Cour de cassation. Donc ça veut dire que si demain nos auditeurs étaient soumis à un droit étranger, le conjoint pourrait être exhérédé, les enfants pourraient être exhérédés. Et je conclurai sur cette question où j'étais un petit peu trop long et je m'en excuse, mais le sujet est suffisamment important pour que vous nous sollicitiez ou vous sollicitiez votre notaire à distance pour savoir à quelle loi civile vous seriez applicable. Et on ne parle que de civil, on ne parle pas de fiscal. Le fiscal, je le disais tout à l'heure, n'a pas changé. Par contre, quand on touche aux masses civiles, ben on fait bouger le fiscal. Et si on prend comme exemple l'exemple Hallyday, l'intérêt de Laetitia Hallyday se voyant de nouveau confrontée au droit civil français et donc à la réserve héréditaire qui a remis en possession de leurs droits David et Laura Hallyday, eh bien, ces derniers ont récupéré leur réserve héréditaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'en entend pas beaucoup parler, mais il me semble, pour bien connaître le dossier, que la négociation va se faire pour que ce soit plutôt Laetitia Hallyday qui récupère la masse civile française, parce qu'en France, Laetitia Hallyday ne paiera pas de droit de mutation à titre gratuit, à l'inverse des États-Unis, alors que les enfants en auraient payé dans tous les cas en France ou aux États-Unis. Voilà. Donc c'est un vrai sujet en matière de régime matrimonial, en matière de succession applicable. On ne parle que de civil, mais le civil affecte les masses, et quand on affecte les masses, ben on touche au fiscal. Et c'est très important d'aller voir son notaire, de faire une profession juriste pour la partie successorale, de faire une déclaration de loi applicable, une DLA, c'est comme ça que ça s'appelle, sur les régimes matrimoniaux. Elle est également ouverte aux gens qui se sont mariés avant le 29 janvier 2019, de manière à revenir aux règles civiles de votre nationalité ou de la nationalité de l'un des époux. Merci Olivier pour ce point très précis. Natacha se demande quels sont les bons réflexes à avoir lorsqu'on revient en France après plus de 10 ans en expatriation en Europe, concernant évidemment son patrimoine. Quand on est parti depuis, nous, on le voit tous les jours dans les cas pratiques de nos clients. Hein. On a, depuis le temps qu'on existe, un peu tous les cas de figure. Un retour, ça se prépare civilement, ça se prépare fiscalement. Quand on part, c'est la même chose. Il y a des obligations déclaratives au départ. Pour le retour, il y a des obligations déclaratives au retour sur les comptes détenus à l'étranger. Mais d'une manière générale, faites auditer votre patrimoine avant de rentrer de manière à pouvoir purger vos plus-values qui, dès lors que vous serez rentré, elles seront taxées au €, y compris sur les bières constituées pendant votre période de non-résidence. Donc, faire un aller-retour sur les marchés. Ça peut paraître intelligent. Regardez si votre contrat d'assurance vie est adapté, quelle est la fiscalité bilatérale de votre assurance vie, si elle est française en fonction de votre pays de résidence. En matière de fiscalité immobilière, peut-être qu'il faut anticiper votre retour au plan fiscal. Il y a un certain nombre de points de contrôle à suivre. Et ça, il y a seul un audit patrimonial assez complet qui permettra de prendre tous les événements qui pourraient affecter le retour en compte, notamment pour des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont entre 55 et plus, qui ont l'envie de transmettre du patrimoine. Il faut savoir qu'une donation mobilière qui serait taxable en France, qui rentrerait dans les abattements de droit commun en France, pourrait ne pas l'être dans un pays de résidence qui ne taxe pas au titre des droits de donation ni le donateur ni le donataire. Et si le donataire n'est pas dans ce pays-là et ne réside pas dans ce pays-là depuis moins de 6 ans au cours des 10 dernières années, il ne sera pas taxable non plus. Donc, ça permet de bénéficier de dispositifs dès lors qu'on en a besoin. C'est pour la raison pour laquelle il faut balayer l'ensemble des dispositions patrimoniales, revenus, plus-value, valeur mobilière, assurance vie, etc. Alors, à l'inverse, on a un internaute qui, lui, prépare son départ. Denis, qui dit, lui, il va partir en Nouvelle-Zélande avec son épouse. Il est gérant de SARL en France, donc, avec ses revenus qui y sont associés. Il dit, quel impact ça va avoir sur ma fiscalité, cette expatriation? Alors, un non-résident, quel que soit le pays où il a une obligation fiscale limitée. Donc, avant, jusqu'en 2004, il fallait faire un quitus fiscal qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Cette personne va devoir faire en N+1, donc l'année prochaine, une déclaration 2040
qui mettra à 0, mais il va devoir en faire 2 déclarations. Une en tant que résident jusqu'au jour de son départ et une NR à compter de son départ jusqu'au 31/12. À la suite de quoi, il va subir le prélèvement à la source sur des revenus français, c'est la fiscalité déclarative qui sera limitée. S'il n'a pas de revenus de source française, il n'aura pas de retenue à la source, de prélèvement à la source, et il aura une première déclaration où il mettra néant, et après, il n'en fera plus. Une fois qu'il sera en Nouvelle-Zélande, il sera fiscalement résident fiscal néerlandais. Sans avoir des revenus de source française, il n'aura pas de fiscalité en France, sauf au cas par cas, pour les raisons que Alors, il reste une petite... Il faut noter qu'on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que j'en parle. On a eu le cas, le premier critère de la convention fiscale qui existe entre la France et la Nouvelle-Zélande, c'est la notion de foyer d'habitation. Donc, si ce monsieur part seul, qui laisse sa famille en France, qu'il est ce qu'on appelle un célibataire géographique, attention, il sera peut-être quand même soumis à la fiscalité française. C'est le cas d'un certain nombre de célibataires géographiques où ils vont subir soit la règle du crédit d'impôt, soit la règle du taux effectif. S'il part en famille, il part avec ses enfants, etc. Le premier critère de la convention franco-néo-zélandaise, c'est le foyer permanent d'habitation, auquel cas, il sera bien résident fiscal néerlandais et il n'aura en France qu'une obligation fiscale limitée. Très bien. Alors, il reste une petite, un peu moins de 10 minutes maintenant, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Le webinaire approche de sa fin, mais on a encore le temps. Olivier est encore à la disposition pour répondre à certaines questions. Je vous rappelle que, évidemment, pour assister au webinaire en replay, et puis évidemment, vous pourrez contacter les équipes d'Equance qui pourront vous répondre à toutes vos questions au-delà, évidemment, du webinaire, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les questions que vous avez posées aujourd'hui. Peut-être que certaines n'ont pas encore été traitées. Je voulais aborder les marchés financiers. Il y a à la fois la question de quelle est la meilleure méthode pour y rentrer aujourd'hui, et puis aussi aujourd'hui, comment optimiser son rapport alors que finalement la bourse est très volatile et les taux longs sont devenus négatifs. Alors je crois que j'ai brièvement abordé la réponse tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les marchés sont hauts ou sont bas ? Nous, on pense que le gros de la crise est derrière nous, donc il vaut mieux rentrer maintenant sur les marchés et les derniers jours le confirment. Il y aurait un rebond du Covid, on voit bien que les pays qui l'ont maîtrisé, il n'y a pas de deuxième vague. Hein. C'est pas parce que Singapour a reconfiné, parce qu'ils avaient peut-être déconfiné trop vite, qu'il va y avoir une deuxième vague. On voit bien qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a plus aucun cas depuis plus d'une semaine. En Australie, il y a à peine une dizaine de cas. Totalement maîtrisé, que Singapour de la même manière. Donc, le fait que la pandémie en tant que telle soit dans la phase de déconfinement et de sortie rassure les marchés. Ensuite, quelqu'un qui voudrait rentrer aujourd'hui sur les marchés, c'est ce que je disais tout à l'heure, à mon sens, que ce soit dans du compte-titre, que ce soit dans une enveloppe fiscale résident type PEA, que ce soit dans de l'assurance vie, il faut peut-être rentrer en une fois. Mais si on rentre en une fois, il faut lisser son entrée sur les marchés, de ne pas s'exposer à un risque de baisse brutale qui peut encore arriver. Quant au meilleur moyen de rentrer sur les marchés, pour des gens qui n'ont pas forcément de grosses liquidités, c'est ce qu'on appelle l'investissement progressif. On va rentrer tous les trimestres, tous les mois avec la même somme et acheter le marché à des cours différents. C'est ce que les anglo-saxons appellent la DCA, la Dollar Cost Averaging. Donc, lissage ou investissement progressif pour ne pas s'exposer à une baisse brutale. Alors, on a un internaute, Alexis, qui demande quels sont, selon vous, les pays et zones à forte croissance dans les années à venir. Et par ailleurs, il s'intéresse au groupe Equance puisqu'il demande comptez-vous installer des conseillers dans ces zones? Donc, on aura peut-être les deux réponses. Alors, c'est quelqu'un qui nous connaît peut-être pas beaucoup, mais on est peut-être déjà dans la zone où vous êtes. Voire dans le pays. On a quand même une soixantaine de consultants dans le monde. Et puis, lorsqu'on n'est pas dans le pays, on arrive à s'y déplacer assez rapidement. L'accompagnement, c'est notre ADN, hein, relation de proximité et connaissance de l'environnement juridique et fiscal du non-résident. Après, les zones, je crois que les zones, on les connaît, hein.
certaines comme l'Inde, la Chine, toujours, l'Australie, le Mexique, l'Amérique du Sud souffre énormément, à part la Colombie et le Pérou. Donc, ce sont des zones où on a envie d'aller et où il y a de la croissance économique et un vrai flux migratoire de Français. Les données, vous pouvez les retrouver dans les statistiques qui sont publiées par le ministère des Affaires étrangères. Après, on ne va pas s'expatrier dans un pays où on n'a pas envie d'aller. On ne quitte pas ses amis. Je me rappelle un dossier que j'avais eu à traiter. C'était une personne qui avait gagné au loto, qui habitait Bordeaux, qui s'est expatriée et qui, 15 ans plus tard, s'est suicidée parce que elle n'avait pas su gérer son expatriation, sa fortune, etc. Donc, on ne choisit pas de s'expatrier si on n'a pas un objectif ou familial, ou pour la retraite, ou pour le professionnel. On ne quitte pas son environnement, ses amis du jour au lendemain comme ça. Très bien. Allez, une dernière petite question, puis après on passera au mot de conclusion. On a Pierre qui nous demande, y a-t-il un quelconque intérêt à acheter en viager par rapport à la nue propriété? Je ne sais pas si c'est une question où on peut répondre rapidement. Je vais répondre de manière complète. L'un comme l'autre sont des schémas intelligents d'acquisition. Le viager sera amené à se développer dans les années qui viennent, puisque la population vieillit, devra se financer des établissements d'hébergement pour les personnes dépendantes, les EHPAD, et qu'un EHPAD, pour ceux d'entre vous qui ont déjà un parent, c'est entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Donc, céder sa résidence en viager non occupé, ce sera le moyen de se créer du revenu pour financer une maison de retraite pour les moins aisés. Après, le viager a moins de succès que la nue propriété. Pourquoi ? La nue propriété, c'est un vrai droit réel. Le viager, ça n'est qu'un droit d'usage et d'habitation et que les banques se refuseront de financer, sauf à avoir une garantie sur un autre bien réel. Alors que la nue propriété, on arrive à la financer. Voilà. C'est une grosse différence. Mais le viager reste un schéma d'investissement. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire, au bout de 7h30 sur le thème Anticipons la crise. Merci beaucoup, Olivier Grenon-Drieux, président du groupe Equance. Vous avez donné énormément d'informations, énormément de réponses. Je vais vous passer juste la parole pour un petit mot de conclusion, si vous le souhaitez. Et puis derrière, je clôturerai ce webinaire. Écoutez, merci encore au Petit Journal et à vous, le dirigeant Hervé, de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Toujours un peu frustrant de ne pas aller au fond des sujets, de juste donner le vernis de toutes ces questions qui, pour des professionnels, pour notre entreprise, et pour moi qui la dirige maintenant depuis tant d'années, qui est une passion pour mon métier, de ne pas pouvoir aller plus loin. J'espère que les gens, les auditeurs auront trouvé quelques réponses à leurs questions. S'ils souhaitaient avoir plus d'informations, mais qui passent par le Petit Journal et notre service de gestion privée qui a fait la notoriété du groupe saura leur répondre dans la mesure du possible. Si on a 1000 questions dans les 3 jours, on aura du mal à y répondre. Ensuite, on existe depuis maintenant bientôt 30 ans, ça fera 30 ans en 2022, et que j'aurai beaucoup de plaisir, moi, à pouvoir reprendre mes déplacements à l'étranger pour aller à la rencontre de nos clients et des gens qui nous ont fait confiance depuis tant d'années. Voilà. En tout cas, le digital, l'informatique, l'IT a le mérite de pouvoir nous permettre en tout état de cause de communiquer. Bonne soirée à ceux qui vont se coucher et bonne fin de journée aux autres et à très bientôt sur le digital. Hervé Hérault est de nouveau un problème de connexion à un moment inopportun pour la conclusion, mais je pense qu'il va revenir. Je peux clairement meubler, puisque on ne m'a pas posé de questions
sur un sujet d'actualité. Me voici, pardon, je ne vais pas partir sans vous dire au revoir. Donc, je vous remercie, Olivier. Merci à tous. Je voulais juste rappeler donc, que vous pouvez voir en replay l'intégralité de ce webinaire. Vous pouvez également le conseiller à vos amis qui peuvent être intéressés par ce sujet, vos amis français expatriés ou autres. Il y aura un article dans le Petit Journal début. On fera suivre évidemment l'ensemble des questions à Olivier Grenandrieux et ses équipes du groupe Equance. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous à très bientôt et rendez-vous sur lepetitjournal.com. Désolé pour les petites coupures, mais évidemment, on est en train de reprendre nos voyages, nous aussi, Olivier, mais au moins, ça nous a permis d'échanger avec vous et avec les lecteurs du petitjournal.com sur ces questions autour de la gestion de patrimoine. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir à tous.